Avec Hachem, on va commencer à faire le préparatif de Pessah, la loi de Pessah. La première chose que je voulais parler avec vous ce soir, c'est la Tevilat Kelim. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit emmener au mikvé, qu'est-ce qu'on ne doit pas emmener, la bracha, quelle manière faire. Et si on a encore peu de temps, on va continuer avec la cachérisation de la cuisine. Alors on va d'abord commencer avec la Tevilat de la Kelim. La Torah, après la guerre de Midian, il y avait une guerre à faire qui s'appelait la guerre de Midian. Après qu'on a gagné cette guerre, c'était la première fois pour le Ham Israël que le butin ramené, c'était des ustensiles. Chaque fois, ils amenaient de l'or, de l'argent, de bétail. Mais là, ils ont emmené des marmites. Quand ils ont attaqué Midian, ils sont rentrés dans la ville, il y avait encore des marmites sur le feu. Il y avait des marmites à la maison, dans les cuisines. Ils ont tout ramené. Quand ils ont ramené ça, Hachem, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu comment cachériser ces marmites. Ok, vous voulez ce marmite, mais attention, dans ce marmite, il y avait du non-kosher qui a été cuisiné. Maintenant, il faut le cachériser. D'ailleurs, quand on était sur le Sinaï, si vous vous rappelez la fête des Shavuot, la raison pourquoi on mange le laitage, parce que quand on était devant le Sinaï, on a reçu la Torah, il s'avère que tous nos marmites n'étaient pas cachères. La seule chose qu'on pouvait manger à froid, c'était le fromage. Et après Shavuot, on a cachérisé tout le marmite. Alors là, Akadosh Baruch Hu donne en détail la cachérisation de ces ustensiles. Mais il y a un verset dans cette paracha qui dit Ach beme nida itchata. Il faut le purifier, ces ustensiles. Mais il faut le purifier beme nida, dans l'eau d'une femme menstruée. C'est comme ça que la Torah s'exprime. De là, le Talmud nous enseigne qu'un keli, un ustensile, pour le cachériser, il faut absolument le passer dans un mikvé qu'une femme pourrait se tromper dedans. Vous savez qu'il y a deux sortes de mikvé. Il y a un mikvé des hommes, il y a un mikvé des femmes. Mikvé des femmes, c'est pour tout le monde, pour femmes et hommes. Mikvé des hommes, c'est que pour des hommes. La différence, pourquoi il y a un mikvé d'hommes, il y a un mikvé des femmes, pour un homme, pour se purifier, il suffit d'avoir ce qu'on appelle Tisha Kabin, 12 litres d'eau qui se versent sur l'homme d'un seul coup. Par exemple, dans le Talmud, il préparait 3 seaux de 4 litres chacun. Par exemple, un gallon, c'est 3 litres 89, un peu plus qu'un gallon. Et 3 personnes venaient. Le premier commençait à verser sur la tête de la personne, de la tête vers le bas. Et avant qu'il finisse, il faut que le deuxième commence déjà à verser. Et avant que le deuxième finisse, le troisième il commence à verser. Que l'eau, le 12 litres, se verse d'un seul coup. Ça veut dire qu'ensemble, mais qu'il n'y a pas d'interruption entre les uns. Aujourd'hui, plus pratique, on a la douche. C'est ça. Tu ouvres la douche, il y a de l'eau qui coule sur toi. Alors tu laisses pendant 4-5 minutes l'eau couler sur toi sans se mettre du savon, sans rien du tout. Là, l'homme est pur. Pour un homme, c'est pur. C'est facile. Mais pour la femme, c'est un peu plus compliqué. La femme a besoin de l'eau naturelle, l'eau de pluie. Okay? Mais on sait tous que l'eau de pluie est des fois très sale aussi. Alors, à l'époque, les femmes, c'était le seul mikvé, c'était la seule source d'eau. Alors, le lac, la mer, l'eau, quelque part dans des grottes même. Vous savez qu'en Russie, il fallait casser la glace pour que la femme se trompe dans le mikvé. C'est ça. Pire que ça, c'est encore bien. Pire que ça, il y avait des endroits où il n'y avait pas de lac. Les femmes se trompaient dans des puits d'eau. Le puits, ça fait 5-6 mètres de profondeur, plus des fois. Tu parles de 20 pieds. Vous savez comment ils descendaient la femme? Il fallait que 2 femmes viennent et ils faisaient un baril. Le fond du baril, ils l'ont coupé à moitié et ils descendaient la femme. Il fallait avoir beaucoup de force pour la tenir, pour qu'elle ne tombe pas, déjà, mettez-vous dans la scène. Qu'est-ce que vous pensez? Qui ne me lâche pas, qui sait qui va me sortir? C'est pas. Et là, quand elle était en bas, l'eau rentrait, remplissait le baril, et la femme se trompait dans le baril. C'est de là qui est la coutume Chabad. Eux, ils font le mikvé, un mikvé par-dessus un autre. Tous les mikvés au monde, ils sont un à côté de l'autre.
Mais en Russie, il n'y avait pas des fois des lacs ou qu'ils étaient trop gelés pour casser la glace. Alors ça, c'était la manière de se tromper. Ok? Alors c'est comme ça. Aujourd'hui, au Hachem, comme je dis toujours, vous avez le luxe, vous avez un spa. C'est par rapport à ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par un côté de l'autre? En bas, il y a juste un seul. Oui, il y a un seul, le bassin que vous voyez. Mais vous voyez un trou? Il y a un trou dans le- C'est ça? De l'autre côté, il y a un autre bassin avec de l'eau de pluie. Et les deux eaux, vous vous trempez dans l'eau de la ville. De l'autre côté, c'est l'eau de pluie qui est un peu verte. On le traite même. Alors, ce n'est pas vraiment vert. Et là, les deux eaux s'embrassent. On appelle ça, c'est le trou connecteur. Okay? Et là, quand les deux eaux se touchent, c'est comme si vous êtes trempé dans l'eau de pluie carrément. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on trempe la vaisselle? Oui, la même chose. Oui, Exact. parce qu'il y a un trou. Exactement. C'est la même idée. C'est la même idée. Alors, la Torah nous dit que les ustensiles, ils doivent être itrata, ça veut dire ils doivent être purifiés. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Il y a purification, cachérisation. C'est deux choses complètement différentes. Parce que des fois, des gens me demandent, est-ce que je dois cachériser mon nouveau ustensile? Ce n'est pas cachériser, c'est purifier. La raison de la purification, nous dit le Rambam, ceci est une loi qui s'appelle Hok. Vous savez que dans la Torah, il y a beaucoup de lois qui sont inexplicables pour le moment jusqu'à la venue du Mashiach. Pourquoi on ne mange pas le lait et la viande ensemble? Pourquoi on ne peut pas mélanger? Hok. Pourquoi on ne veut pas porter un costume, un habit qui est composé de laine et lin? Hok. Il y a certaines lois comme ça, inexplicables. C'est comme ça que la Torah a dit et c'est comme ça qu'on applique. Une des choses, selon le Maïmonide, c'est tremper un ustensile dans le mikvé pour le purifier. Quelle impureté il y a sur un ustensile neuf? Chok, c'est comme ça. Ils disent que quand il est, regardez, vous allez voir une différence quand il est fabriqué par un juif ou quand l'ustensile a été fabriqué par un non-juif. Quand il est fabriqué par un juif, il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Même si le juif n'est pas Shomer Shabbat, même si le juif est renégat, l'ustensile fabriqué par un juif n'a pas besoin d'aller au mikvé. Un ustensile fabriqué par un non-juif, là, il faut aller emmener au mikvé. Ok? Alors là, le Maïmonide, il dit, c'est un chok. Le Chesed l'Avram, le grand-père du Rafrida, il dit que quand un non-juif fabrique cet ustensile, il y a comme une impureté sur l'ustensile. Pourquoi? Il dit, imaginez-vous un non-juif qui veut se convertir. C'est quoi la dernière étape? Se tromper en mikvé. C'est la même chose. Pour purifier un ustensile, il faut qu'il soit trempé en mikvé. Une halakha très intéressante du Rav Ovadia Yosef. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Mais je vois que c'est pas en pratique. Je n'en pratique pas. Quelqu'un qui s'est converti, un non-juif qui s'est converti, et on va dire que pendant 1 an ou 2, il mangeait que kasher. Dit Rav Ovadia Yosef, si ces ustensiles n'ont pas touché le non-kosher, quand il se trompe au mikvé, il n'a pas besoin d'emmener sa vaisselle au mikvé. Quand lui va au mikvé, ça sert aussi pour ses ustensiles. Rav Ovadia Yosef, après, il dit, bon, il y a un distingué entre certains ustensiles, d'ustensiles en métal, d'ustensiles en verre. On va parler bientôt. Alors il dit, l'ustensile en métal, c'est bien de les emmener. L'ustensile en verre, il peut s'en passer. Mais comme je vous dis, en pratique, les Ashkenazes ne tiennent pas cette halakha, et alors ils demandent qu'ils emmènent tout au mikvé. Imaginez-vous qu'il doit maintenant emmener toute sa cuisine au mikvé. C'est un peu difficile. Ça peut donner un peu un soulagement. Mais pour vous dire, oui, un homme se trompe, tout devient pour lui pur. Même cet ustensile devient pur. Maintenant, alors il dit le Chesed l'Avraham, il dit comme ça, il dit l'impureté dans tous les prophètes est représentée par le vent. Toujours on dit un vent d'impureté, un vent comme ça, le prophète s'exprime. Vous savez que le vent ne pénètre pas l'eau. Et ne pénètre pas l'eau. Alors c'est pour ça qu'on se trompe dans l'eau, parce que le vent n'adhère pas et ne rentre pas dans l'eau, et c'est là que la personne devient complètement pure. Mais, comme vous savez, si une femme se trompe dans un mikvé, ou une ustensile est trompée dans un mikvé, une femme, elle a un cheveu, qui a dépassé l'eau, ça ne vaut rien.
Pourquoi? Parce qu'elle a été sujet au vent de l'impureté. Okay? C'est pour ça qu'il y a une surveillante pour assurer qu'elle est complètement immergée sous l'eau. Et c'est pour ça qu'on ne conseille pas, c'est pas conseillé, mais si quelqu'un en a besoin, s'il en a besoin, si vous allez deux fois dans un voyage et la seule source d'eau, mikvé, c'est la mer. La mer, c'est la meilleure source d'eau, mikvé. Le problème, il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Peut-être un poisson va venir, on lui morde. Je sais pas. Alors quand elle se trompe vite et elle remonte. Tandis que là, elle est à l'aise. Et le problème, s'il y a un cheveu qui dépasse l'eau, c'est un problème. On peut détourner ce problème un peu. Le Mishnah Berurah explique, dans le cas de impossible, et c'est obligé que la femme va au mikvé, sinon quand elle revient du voyage, elle a passé son temps de mikvé et tout, alors elle peut acheter un filet. Comme vous savez, quand à la béquerie, ils ont comme un filet pour attraper les cheveux. Et comme le filet est perforé, l'eau rentre à travers le filet, et là le filet attrape les cheveux en place pour enlever le risque que le cheveu se lève et il y a un cheveu qui est élevé de l'eau. Même si quelqu'un la surveille, des fois avec les vagues, c'est très difficile de voir. Alors le Mishnah Berurah conseille de mettre ce filet, et ça bien brossé avant, mettre le filet par-dessus le cheveu, et de telle manière le cheveu ne se remonte pas par-dessus l'eau. S'il n'y a pas le choix, c'est la manière de faire. Donc, alors on dit que la purification, ou c'est un chok, comme le Rambam dit, ou le chesed Avraham, c'est pour enlever une impureté. Mais la Torah a parlé d'ustensiles faits en métal. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le verre n'existait pas. Il n'y avait pas encore d'ustensiles en verre. Alors la Torah parlait que du métal. Maintenant, avec le temps, au temps de Shammai et Hillel, voilà, ils ont trouvé le verre. Le premier qui ont trouvé le verre en Am Israël, c'était la tribu de Zevouloun. Zevouloun, il habitait Tibéria. Tibéria, c'est comme une plage. Et là, au bord de la mer, il a trouvé la technique de fabriquer le verre à partir du sable. C'était le premier. C'était un cadeau qu'Hachem lui a donné. Alors maintenant, le verre, quand il a été inventé et mis sur le marché, le Chachamim de la Gemara discute est-ce que le verre a besoin d'un mikvé ou pas. Ok. Alors, la décision finale était oui, mais ça reste d'ordre rabbinique. Ok. Alors maintenant, il y a beaucoup de différences si la tevila d'un ustensile est d'ordre toraïque ou rabbinique. Ok. On va expliquer quelques-uns. Tout d'abord, pour le séfarade, que ce soit rabbinique ou toraïque, on les emmène au mikvé tous les deux. Pour le séfarade aussi, on fait la bracha sur le verre. Il y a des coutumes ashkénazes qui ne font pas la bracha sur tout l'ustensile en verre. Tout ce qui est en verre, ils emmènent au mikvé, mais ils ne font pas de bracha. Mais pour le séfarade, on emmène au mikvé et on dit une bracha. Métal et verre. Ok? La différence entre métal et verre, si vous avez emmené des ustensiles au mikvé, et là vous posez la question, ce deux verres-là, je dis, ce deux-là, je ne suis pas sûr si je les ai trompés. Oui, je les ai tous emmenés au mikvé. Mais je ne suis pas sûr si je le trompé. Alors la règle est la suivante. Si c'est des ustensiles en métal, que leur obligation est toraïque, la Torah nous dit chaque fois qu'il y a un doute dans une mitzvah de la Torah, il faut la refaire. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai fait ça ou pas? Et l'obligation est toraïque, il y a une obligation de refaire la mitzvah. Exemple, un loulav, quelqu'un qui doute, est-ce que j'ai pris le loulav aujourd'hui ou pas? À Sukkot, tu dois le refaire si tu as un doute. C'est une mitzvah toraïque. Mais quand il s'agit d'une mitzvah d'ordre rabbinique, et tu n'es pas sûr si tu l'as fait, ça fait que des rabbanan, la kula, tu peux t'en passer. Si tu veux être plus strict, tu peux. Mais si tu te demandes c'est quoi la lacha, tu peux t'en passer. Alors si tu as des ustensiles en verre et tu n'es pas sûr, est-ce que je les ai trompés ou pas? Si tu es encore dans le mikvé, pas de problème, rien que prends-le, tu le trempes sans bracha, tu le trempes. Mais tu es déjà à la maison, tu peux plus sortir, et c'est difficile d'aller au mikvé, il est déjà fermé le mikvé. Qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser tous les divers. Ça fait que des rabbanan, la kula, parce que le verre est d'ordre rabbinique. Ok? Maintenant, toutes les autres choses, il y a un matériau encore qui ressemble au verre. Mais ce matériau a été inventé beaucoup plus tard, le plastique. Le plastique, c'était beaucoup plus tard après Shammai et Hillel. Une fois que le Talmud a été scellé, on ne peut plus inventer des décrets.
Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, mais ça ressemble. En quoi ressemble le plastique au verre et au métal? D'abord, pourquoi ils ont décrété sur le verre? La raison pourquoi ils ont décrété sur le verre, parce que la propriété du métal, c'est même quand j'ai un ustensile fini, je peux le fondre dans le feu et de le refaire. Une marmite, si je la mets au feu, un grand feu, je laisse quelques heures, quelques jours, elle va fondre. Et quand elle va fondre, je peux refaire de cette marmite une autre. La même chose le verre. Le verre, on peut le fondre et on peut le refaire. Alors ils ont décrété un contre l'autre. Mais le plastique, c'est la même chose. Le plastique, on peut le fondre, on peut le refaire. Alors dans ce cas, ils ont décrété, ils voulaient décréter sur le plastique, mais comme le Talmud a été déjà scellé, on ne peut plus décréter. Dans ce cas, le plastique n'est pas obligé d'aller en mikveh. Celui qui veut être strict, il peut l'emmener, mais il ne peut pas dire un bracha. Si tu as des autres ustensiles à emmener, tu as des autres marmites en métal, en verre, tu peux les emmener. Si c'est trop, tu peux t'en passer. Alors, le plastique n'est pas obligé d'aller au mikveh. Le bois, la pierre, la terre, tout ce qui est de pierre, de terre, de bois, tout cela, ils sont exemptés complètement du mikveh. Il n'y a pas de mikveh. Il n'y a même pas besoin d'être mahmir. Ça n'a jamais été discuté. Alors, on parle du métal de la Torah, verre d'ordre rabbinique, plastique, qu'on dit que oui, il ressemble, mais ça n'a jamais été décrété. Tout le reste d'ustensiles, n'importe quel matériau, ne rentre pas dans la catégorie du mikveh. On va en parler. On arrive. Ouais. Ouais. On arrive. Alors, on a parlé d'un ustensile fait par un juif, un marmite fait par un non-juif. Ok? En Israël, même si le propriétaire est juif, les ouvriers ne sont pas juifs, malheureusement. Okay? Mais on se base d'après le propriétaire. Alors, dans ce cas, si c'est écrit Made in Israel, fabriqué en Israël, vous n'êtes pas obligé de l'emmener au mikveh. Mais on ne sait pas que c'est le propriétaire est juif, si c'est en Israël, il peut y avoir des non-juifs. On se base d'après la majorité. La majorité des usines en Israël, c'est des juifs. Okay? Les ouvriers ne sont pas juifs. Mais la majorité des ouvriers sont juifs. Alors maintenant, si c'est fabriqué par un juif, même si les ouvriers ne sont pas juifs, pas besoin de mikveh. Il y en a qui sont plus stricts, mais même s'ils emmènent au mikveh, pas de bracha. Quand quelque chose n'est pas obligé d'aller au mikveh, tu ne peux pas faire une bracha là-dessus. Okay? Si ça a été fabriqué en dehors d'Israël, si tu n'es pas sûr si la fabrique appartient à un juif ou non, tu fais la bracha. Pourquoi? La majorité, c'est des non-juifs. Il y a des coutumes, certains ashkénazes, ils te disent non, parce que, surtout sur le cristal, ils te disent que dans le cristal, la grande majorité des actionnaires de la compagnie sont des juifs. Par exemple, Arkrok, ça, des compagnies comme ça en France, ils disent que la majorité des actionnaires sont juifs. Pas ils sont actionnaires, ça veut dire qu'ils ont une part dans la compagnie. Alors beaucoup des ashkénazes disent tu ne trompes pas ou tu emmènes au mikveh, tu ne fais pas un bracha. Pour nous, les séfarades, non. Si c'est chutz laaretz, en dehors d'Israël, ça va au mikveh avec une bracha. Ok? Maintenant, qui c'est qui peut emmener l'ustensile au mikveh? Alors, rien que pour vous dire une chose. Un ustensile, par exemple, un scénario, un ustensile qui est tombé au mikveh de lui-même. Je sais pas, il y avait une étagère et tu as mis un verre ou tu as mis une marmite. Et cette verre et cette marmite est tombée dans l'eau. Elle est cachérisée. Ce n'est pas obligé qu'un homme le trempe. Même si c'est tombé seul, c'est cachère. Je vous donne un exemple plus loin. La Gemara ne discute pas de ça, la Gemara discute d'une autre chose. Une femme est partie à la plage le jour de son mikveh. Mais c'est une femme pas religieuse. Pas du tout. Mais elle a coupé les ongles avant et tout, il n'y avait pas de khatitsa, mais elle n'est pas partie pour le mikveh, elle est partie pour la plage. Elle sort, elle est cachère. Parce que ça n'a pas besoin d'intention. Mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Quand tu vas, tu te prépares, tu coupes les ongles, tu fais attention à khatitsa, okay? Mais c'est une femme laïque. Okay? Une femme laïque. Et après, on doute, est-ce que ces enfants sont des enfants de Nida ou pas Nida? Le fait qu'elle va à la plage, déjà, on dit, oh, ça baisse de niveau. C'est très possible que cette femme est partie au mikveh. Parce que ça n'a pas besoin d'une kavana. De ça, ils ont déduit sur le mikveh. Même chose. Un ustensile qui est parti au mikveh sans intention, il est tombé. Alors maintenant, je vous demande une question. Un goy, vous donnez à un goy, il vous emmène l'ustensile au mikveh, il le trompe.
Tu lui dis, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ok? Normalement, c'est bon. C'est pas plus pire qu'un ustensile qui est tombé seul dans un mikvé. Ok? Le problème, on ne peut pas le croire. Est-ce que vraiment il a mis un mikvé? Peut-être il est parti faire un tour, peut-être il est parti manger. Il m'a dit, oui, oui, j'étais. Alors il y a deux comme ça, on ne peut pas croire. Un non-juif, on ne peut pas le croire. Et un enfant juif, moins que 13 ans, on ne peut pas le croire. Parce qu'un enfant, il a un esprit d'enfant. Peut-être il est parti jouer, il m'a dit à sa mère, oui, 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 j'étais au mikvé, j'étais trompé la vaisselle. On ne peut pas, il n'est pas bar mitzvah. Alors un enfant, un non-juif, ne peut pas. Alors des fois, vous avez un camion de vaisselle et vous avez un ouvrier qui travaille chez vous, vous voulez, ok, va me tromper ça au mikvé. Pas. Vous avez un enfant, moins que 13 ans, et tu dis, ok, va au mikvé, emmène-moi ces verres-là, 12 verres, pas grand-chose. On ne peut pas. La seule manière qu'on peut compter sur un goy, un enfant, un mineur, c'est si un adulte l'accompagne. Si un adulte l'accompagne, il est là-bas, alors lui, il peut tromper la vaisselle dans le mikvé parce qu'il y a la surveillance d'un adulte. Alors s'il y a quelqu'un qui ne peut pas tromper beaucoup de vaisselle au mikvé, il a un non-juif qui peut l'aider, oui, il peut s'aider avec un non-juif. Tant qu'il est là, il les surveille, alors le non-juif peut le tromper, mais il faut qu'il soit présent. Il ne faut pas qu'il soit présent rien que pour le début, partir et retourner. Parce que qui c'est qui te dit qu'entre-temps, il a fait son travail? Il faut qu'il soit présent, qu'on appelle mashgiach permanent, mashgiach midi. Pas un mashgiach, parce qu'il y a deux sortes de mashgiach, même de la nourriture. Il y a des mashgiach qui sont là, ils rentrent, ils sortent. Il y a des mashgiach qui sont là en permanence. Dans le mikvé, si tu donnes ça à un non-juif ou à un mineur, il faut qu'il soit un mashgiach permanent. Ça veut dire que tu es là, tu surveilles, laisse-lui faire le travail, mais toi tu surveilles que chaque un des ustensiles est passé au mikvé. Maintenant, une halakha très intéressante. Vous savez qu'à New York, même en Israël, et maintenant ça commence dans le monde, ça commence à devenir comme une publicité. Il y a des magasins de vaisselle qui publient « Nous avons le mikvé dans le magasin ». Alors tu vas. Maintenant, eux, ils veulent vous faire faveur. Au lieu que tu emmènes la vaisselle à la maison et tu vas au mikvé, et ils veulent te la tromper pour toi. Parce que le mikvé est dans leur magasin. Des fois, la convenience dans ça, c'est que tu peux tromper directement la vaisselle dans le magasin. Alors, tu n'as pas cherché un mikvé ou 2 heures de mikvé, tu es là tout de suite. Et des fois, le commerçant, il veut te livrer une marchandise déjà trompée dans le mikvé. Là, un commerçant ne peut pas tromper la vaisselle pour un client. Tant que le client ne l'a pas acheté, il n'a pas donné de l'argent, il l'a acheté, le commerçant n'a pas le droit de tromper. Je vous explique une halakha que vous allez comprendre tout de suite. Vous savez que dans un restaurant n'est pas obligé d'emmener sa vaisselle au mikvé. Quelle vaisselle on emmène au mikvé? Une vaisselle personnelle qui nous appartient. Elle est chez nous à la maison. Un commerçant, quand il a la vaisselle, un restaurant, ce n'est pas à lui. Il l'a acheté pas pour lui, il l'a acheté pour servir les gens. C'est comme quand vous achetez un bocal de variante en verre. Ce bocal n'était pas en mikvé. Alors comment ça se fait que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez le garder jusqu'à ce qu'il se vide. Parce que le commerçant, comment il va vous donner la marchandise? Il ne peut pas vous le donner en main, dans un sachet. Alors ils vont le bocal. Le bocal, il est rien que pour vous aider à emmener la marchandise chez vous, à la maison. Une fois que le bocal est vidé et vous l'avez utilisé, vous voulez le remplir avec du sucre, avec des variantes. Ah, là, ça devient ton ustensile. Là, tu es obligé de l'emmener. Ok? Et on va parler bientôt d'ustensiles à usage unique. Toutes les tôles à usage unique. Mais pour que vous compreniez, un ustensile qui ne vous appartient pas, ou qui vous a été donné rien que pour question de convenience pour l'emmener, pas obligé encore au mikvé. Un commerçant qui a un magasin avec de la vaisselle, il ne peut pas tromper toute sa vaisselle et vous la vendre. Tant que vous ne l'avez pas acheté, c'est une vaisselle de commerce. C'est comme le restaurant. Mais si on l'a payé, disons, par téléphone, disons, avec Visa ou quelque chose comme ça, peut-être ça n'existait pas longtemps, ça veut dire que ça nous appartient. Ouais. Est-ce qu'on peut lui faire confiance que le Oui. S'il est juif, s'il est adulte, il a plus que 13 ans, n'importe qui vous pouvez faire confiance. Okay? N'importe qui vous pouvez faire confiance. Maintenant, où est-ce qu'on trompe la vaisselle? Alors, comme on a expliqué, la vaisselle se trompe dans une eau qui est cachée pour la nida. L'eau mikvé, ça peut être un lac naturel
parce qu'il y a beaucoup de lacs artificiels, c'est ça, lacs naturels, la mer, c'est ça, un fleuve, toute cette source d'eau, c'est cachère. Le fleuve, la neige, ok, la neige, c'est un problème. On ne peut pas tromper. Rien que vous sachiez, la neige, on peut faire netilat yadayim dans la neige. Comment on fait netilat? Alors, il faut avoir devant soi une quantité d'eau de 800 litres. Ça veut dire que si j'ai de la neige, et je calcule que si ça va fondre, ça va me remplir un mikvé, je peux tremper mes mains dedans. Ok? Et la bracha, c'est al netilat yadayim. Alors, je rentre ma main. Si ce n'est pas glacé, ça veut dire que ce n'est pas devenu dur comme la glace. Alors je peux rentrer la main 3 fois, l'autre 3 fois, et je peux faire al netilat yadayim. Mais il faut avoir beaucoup de neige. C'est ça. Il faut vraiment avoir beaucoup de neige. Mais si tu as un peu de neige et rien que rentrer la main, ça ne sert à rien. Ok? Alors dans le lac, dans l'eau, la mer et tout ça, on peut tromper la vaisselle. Maintenant, il faut faire attention quand on va parler d'ustensiles à usage unique. L'ustensile à usage unique, halachiquement, ne sont pas considérés comme un ustensile. Il y a des choses qu'on halakha, pas langage courant. Il y a certaines choses que dans l'halakha ne sont pas considérées comme un ustensile. Je vous donne un exemple très que vous comprenez. Vous savez, les bouteilles de 500 000 litres d'eau, les bouteilles d'eau, oui, normal. Vous ne pouvez pas faire netilat yadayim avec. Tu es dans un endroit, tu es quelque part, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de kéli, tu n'as rien. Alors tu as une bouteille, alors tu dis voilà, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais manger mon pain, tu ne veux pas. Mais tout le monde le fait. Je n'ai pas dit qu'est-ce que tout le monde fait, j'ai dit halakha, qu'est-ce qu'on doit faire. Ok. Alors on explique. On explique. La bouteille, l'ouverture est trop étroite. Il faut que vous soyez capable de verser 86 millilitres dans un shot, dans une fois. Vous ne pouvez pas, parce que la bouteille, il faut la tenir et il faut que l'eau sorte. Hein? Un verre, oui. Mais la bouteille, non. Si a posteriori, vraiment dans un cas de force majeure, que vous n'avez pas trouvé un verre pour mettre dedans l'eau, c'est votre seule source d'eau, vous pouvez le faire. Mais pour vous dire, ce n'est pas un ustensile. Parce qu'un ustensile doit verser 86 litres à la fois. Ok? Ustensile d'usage unique, ce n'est pas un ustensile. Il est fait pour boire, mettre du manger, comme le plat en aluminium, et jeter. On n'a jamais vu que tu prends ta assiette en porcelaine et tu la jettes. Ce n'est pas un ustensile. Usage unique, ce n'est pas. Maintenant, le Rav Ben Zion Abba Shaul dit, mais si tu l'utilises plus que 3 fois, là, ça devient un ustensile. Alors, une tôle en aluminium, une fois tu l'as utilisé, après tu dis, ah, il est propre. Tu n'as rien grillé des amandes. C'est pas la fin du monde, hein? Ok. Et après, tu as chauffé, je ne sais pas, quelque chose sans sauce, mais il est propre. Et après, tu as fait quelque chose d'autre. Oh, 3 fois, c'est fini. Tu as montré que c'est un ustensile. Là, tu l'emmènes au mikvé avec bracha. Parce que c'est de l'aluminium. C'est du métal. Alors, jusqu'à 3 fois, on t'a laissé parce qu'on est sûr que tu vas le jeter. Mais si tu le gardes plus que 3 fois, et croyez-le ou pas, beaucoup de gens l'utilisent beaucoup plus que 3 fois. Okay? Alors, dans ce cas, si tu sais que depuis le départ, tu vas utiliser plus que 3 fois, le premier jour, tu dois l'emmener au mikvé. Il ne faut pas attendre 3 fois. La halakha, utiliser un ustensile une fois, n'existe pas. Beaucoup me posent la question, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça, mais ça doit être de ça. Des gens pensent, parce que l'ustensile est un usage unique, tu peux l'utiliser 1, 2 fois, ils disent, ah, c'est vendredi, je n'ai pas le temps d'aller au mikvé, le mikvé est fermé, alors j'ai une nouvelle marmite, je vais l'utiliser rien qu'une fois. Ça n'existe pas. Même la première fois, tu dois l'emmener au mikvé. Il n'y a pas une fois où tu l'emmènes au mikvé ou rien. Si tu prends une tôle d'usage unique, okay, dans ce cas, même si tu sais maintenant que tu vas l'utiliser beaucoup de fois et tu n'as pas de mikvé, alors dans ce cas, tu te dis, je vais l'utiliser pas plus que 3 fois et après je vais le jeter. Là, tu es exempté. Okay? Mais ça n'existe pas dans l'histoire. Pourquoi?
l'ustensile non trempé en mikvé, il a une loi très spéciale. Si j'ai une marmite où quelqu'un a cuisiné non cochère, est-ce que je peux l'utiliser une fois? Ça n'existe pas, jamais de la vie, ça n'existe pas. Si par erreur tu l'as utilisé, on va voir, est-ce que c'est plus que 24 heures? Mais ça n'existe pas une marmite non cochère d'utiliser une fois. Okay? C'est quoi l'histoire? Un ustensile qui n'est pas parti au mikvé. Alors, ça ne rend pas le manger non cochère, mais ça rend le manger non pur. Ok? Tant que le manger est dans l'ustensile, tu ne peux pas le manger. Si tu le sors de l'ustensile, tu peux le manger. Un cas. Vous allez chez quelqu'un 100% cachère. Pas de doute. Cette personne est 100%. Le seul problème, cette personne a fait tchouva plus tard et toute sa vaisselle n'est pas partie au mikvé. Ok? Alors là, cette personne cuisine dans des marmites 100% cachères, du manger 100% cachère. Le problème, la marmite n'est pas en mikvé. Ok? Tant que le manger est dans la marmite, vous ne pouvez pas le manger. Il ne va pas te le servir dans la marmite. Ok? Alors, il va te la servir dans une assiette, qu'on va parler bientôt. Je ne veux pas avancer, mais il va te la servir dans une assiette en plastique. Ok? Je vais arriver à la porcelaine. La porcelaine, c'était tout un cours en lui-même. C'est ça? Alors, une assiette en plastique, des fourchettes et des couteaux en plastique, ce manger est cachère 100%. Tant qu'il est dans une... S'il a servi ça dans un verre en verre, dans une assiette en verre, tu ne peux pas le manger. Qui n'a pas été en mikvé, tu peux pas le manger. Tant que c'est là-bas, tu peux pas le manger. Okay? C'est une impureté. Ce n'est pas une question de cachère ou pas cachère, mais impureté qu'on ne peut pas manger. Okay? Cette différence, c'est pour ça que je vous ai dit, la halakha de la tevila, elle est différente de la halakha de la kashrut. Elle a son propre règle, ses propres règles et ses propres problèmes. Mais ce qui est bien, ça ne rend pas interdit à toujours. Tandis qu'un manger qui a été cuisiné dans une marmite non cochère, une fois que ça devient non cochère, c'est fini. On ne peut pas le cachériser. Ici, il y a une manière rien que de le sortir. Tu le sors et tu l'utilises. Ok, alors maintenant, ça c'est pour comment on appelle ça, l'ustensile. Maintenant, il y a un cas que j'ai vu, très intéressant, on appelle ça un cas de force majeure. Tu es parti quelque part en voyage, tu n'as pas sur quoi manger, alors tu es parti dans un magasin pour acheter des ustensiles. Okay? Tu as trouvé des ustensiles en verre, c'est magnifique. Tu as trouvé une marmite, c'est bien. Maintenant, le problème, dans toute cette ville, il n'y a pas ni lac, ni mer, ni mikvé. Comment tu fais? On a dit qu'on ne peut pas utiliser même pas une fois. Alors, je trouvais dans un livre très intéressant, il s'appelle Tvilat Kelim, il dit la chose suivante. Vous l'achetez et dans vos têtes, vous dites, je ne l'acquiers pas. Vous savez que dans la halakha, il y a plusieurs manières d'acheter une chose. L'argent, acheter avec de l'argent, ce n'est pas considéré comme un acte d'acquisition complet. C'est quoi un acte d'acquisition? Acte d'acquisition, ça veut dire quelque chose vous appartient. Je vous donne un exemple. La Gemara nous explique. Il y avait des gens, des commerçants, qui venaient acheter le blé. Alors le gars, il a 2 acres avec des épis de blé. Je lui dis, je t'achète un acre. Combien? Il me dit, c'est $5,000. Pas de problème, voilà. $5,000, je te le paye. Dans 2-3 jours, tu me le coupes et tu me le mets de côté, je viens de venir chercher. Pas de problème. Entre-temps, il y a un feu qui est arrivé dans le champ. Il y a un acre qui s'est brûlé. Tu reviens, le gars dit, ah, je m'excuse. C'est ton blé qui a brûlé. Eh, mais il y avait 2. Oui, c'est le tien qui a brûlé, c'est le mien qui est resté. Qui c'est qui me dit ça? Peut-être c'est le tien qui s'est brûlé, c'est le mien que j'ai acheté. Vient Rabbi Yochanan dans le Talmud et il dit, donner de l'argent, ne pas considérer comme acte d'acquisition. Qui veut dire que si tu as rien que donné de l'argent et l'acre a brûlé, un acte de récolte a brûlé, tu peux réclamer ton argent. Tu ne l'as pas acheté. Si tu l'aurais acheté, c'est à toi, c'est fini. Malchance. Mais si ce n'est pas considéré comme achat, alors tu n'as rien que donné de l'argent, tu n'as rien acheté, il doit te le rendre. C'est qu'on confie de l'argent à quelqu'un, il doit te le rendre. C'est quoi un acte? Comment on fait une acquisition?
un mouchoir. Vous avez jamais vu dans un mariage? Tu as fait ça? Oui. Dans un mariage, qu'est-ce qu'on fait avec le